Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Nous sommes aujourd'hui sur notre deuxième cours magistral et aujourd'hui nous avons intitulé cette séance de réflexion à l'école de la vérité. Chacun de vous voudrait savoir qu'est-ce que la vérité et quelle est l'importance de la vérité pour notre vie, pour notre existence. Vous savez, permettez-moi avant toute chose d'expliquer un tout petit peu que signifie ce concept vérité. D'abord, la vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. C'est ce qui est en conformité avec un récit, ce qui est en relation avec un fait, de ce que l'on dit avec ce que l'on pense. À ce niveau, quand vous prenez la position des empiristes, des réalistes, ils vont vous dire que la vérité, c'est ce qui est en rapport ou ce qui est démontrable par la réalité ou le concret. Quand vous prenez la position des idéalistes, des rationalistes, la vérité, c'est ce qui est démontrable par la raison. Donc, je vais plus loin au niveau de la religion. Jésus, par exemple, dit qu'il est venu défendre la vérité. Vous prenez la position de Socrate. Socrate a dit que la philosophie, son importance vise à chercher à tout prix la vérité. Et des philosophes également pas de moindres, surtout quand il s'agissait de la guéguerre entre Platon et Aristote. Pour la petite histoire, Aristote est le disciple de Platon. Mais quand Platon montrait que le meilleur des mondes, c'est le monde des idées, Aristote, l'élève, dit à son maître Platon que maître, je ne rejette pas ta position, mais quand on parle des couleurs, par exemple, l'aveugle n'a rien à dire. Pourtant, il possède la raison. Autrement dit, tout commence par les sens et se finalise par la raison. Donc déjà, tous sont en train de chercher la vérité, mais sans utiliser les mêmes facultés. Pour Platon, on ne peut connaître que par les idées, par la raison. Tandis que pour Aristote, son disciple, il pose une problématique très pertinente et qui finalement donnera raison d'une part aux empiristes et aux réalistes qui diront que oui, la connaissance pour atteindre la vérité, il faut faire recours d'abord au sens et la raison ou les idées viendront finaliser. Tout ceci, c'est la quête de la vérité. C'est ça l'importance même de la vérité et de la philosophie. Elle vise la vérité, de faire la distinction entre le vrai et le faux, entre l'illusion et la réalité. Mais maintenant, quand nous revenons sur ce que nous vivons chaque jour que Dieu fait dans notre existence, est-ce qu'on nous a appris à dire la vérité? Dans le domaine social, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine juridique, dans le domaine métaphysique, est-ce qu'on nous a appris à dire la vérité? Premièrement, en politique. Permettez-moi de faire cette parenthèse très très importante. Combien de personnes ont le courage de dire à leur chef, par exemple un président, un ministre, un chef d'une institution, tous ses collaborateurs, est-ce que les gens ont le courage de dire la vérité à leur chef? En Afrique, non. On ne nous a pas dit, on ne nous a pas appris. Dans nos écoles, on ne nous a pas appris à dire la vérité. Ceux qui ont tendance à avoir le courage de dire la vérité la plupart du temps sont écartés, égarés et traités comme étant des subversifs et traités comme étant des rebelles, traités comme étant ceux qui ne soutiennent pas le maître.
Et la plupart du temps, ils finissent mal, soit égarés, soit renvoyés même parfois de leur poste, parce qu'ils ont le courage de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Les meilleurs collaborateurs de nos dirigeants en Afrique, c'est ceux qui ont la possibilité de les flatter. C'est ceux qui se comportent comme étant des griots. Ce qui est rouge, il dit que c'est noir. Ce qui est noir, il dira que c'est blanc. Voilà, la plupart du temps, ce que nos dirigeants aiment le plus. Ceux qui savent flatter. Mais ceux qui ont le courage de toucher là où ça fait mal. Ceux qui ont le courage de dire la vérité avec la seule intention que sans la vérité, le monde ne peut pas progresser, sont la plupart du temps blâmés, écratés ou écrasés, parce qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche, comme on le dit couramment. Voilà un peu ce qui se passe. Dans notre société, on ne nous a pas appris à dire la vérité. Il y a ce que on appelle couramment la gérontocratie. La gérontocratie. L'enfant ne doit pas dire la vérité devant les vieux. L'enfant doit se taire devant les vieux. C'est ce que notre société a mis en place. Et ça nous étouffe. On n'a pas appris à nos enfants à prendre la parole dans la société. On n'a pas encouragé à nos enfants, à nos apprenants, à dire librement, courageusement ce qu'ils pensent. Pour autant, quand l'enfant n'est pas capable d'exprimer ce qu'il ressent, à un moment donné, c'est ça qui fait que tu grandis, mais dans la société, tu n'es pas adapté, tu n'es pas apte à pouvoir prendre la parole. Vous allez voir des gens très brillants, très intelligents, peut-être par écrit, mais en public, ils ne peuvent pas prendre la parole. Vous allez voir des gens très brillants, très intelligents, avec de bons diplômes, devant les élèves, par exemple, s'il est enseignant, devant l'administration, et dans une institution. Une fois qu'il se retrouve en public pour prendre la parole, il a toutes les lacunes. Il faut faire un feedback sur son parcours scolaire, estudiantin. Vous comprendrez que ce monsieur n'a pas eu le courage de pouvoir prendre la parole. La plupart de ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui militent parfois dans les associations, dans les mouvements. Très tôt, il s'est habitué à prendre la parole en public. Dans nos maisons, dans nos familles, combien de personnes ont la latitude de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas? Parfois, on te traite d'impoli, qu'un enfant n'a pas le droit de prendre la parole devant les adultes et ton enfant est mal éduqué. Quand on n'a pas donné la latitude à l'enfant de s'exprimer très tôt en public, la plupart du temps, ça l'étouffe. Donc, je crois quelque part qu'à partir de ces échanges, ça permettra aux uns et aux autres de pouvoir donner la latitude à nos enfants, de réfléchir et de dire ce qu'ils pensent, en bien ou en mal. Et les adultes maintenant prendront la responsabilité de le recadrer ou de les recadrer. Quand vous ne donnez pas la parole aux enfants, que ce soit à la maison, que ce soit dans les écoles, que ce soit à l'université, que l'enfant, vous l'étouffez, s'il vous plaît, ils auront de bons diplômes, mais dans la société, ils exposeront leur tard, leurs limites, leur insuffisance. Et plus loin, c'est toute la société qui sera en berne, en difficulté. Dans le domaine juridique, combien parmi les juges dans nos pays respectifs ont la possibilité de dire la vérité sans faire recours à ceux-là qui leur ont donné peut-être la promotion ou qui ont contribué à leur insertion professionnelle? Moi, vous me permettez de donner cet exemple triste. Quand nous étions en détention à la prison civile de Kara en 2013, à chaque fois qu'on allait à l'instruction devant le juge d'instruction, vous me permettez, il est là, je suis là, que non, monsieur Naboudia, c'est des gens qui tirent les ficelles, mais ça finira par se couper. Autrement dit, ils savaient si bien que nous étions des innocents. On n'en savait rien par rapport à ce dossier. Mais comme les gens leur ont donné des instructions de nous emprisonner, le juge était lié et limité dans son pouvoir de dire le droit. Il ne pouvait plus dire le droit. C'est ça, on ne nous a pas appris à dire la vérité. Pourtant, en tout état de cause, quel qu'en soit ce que nous faisons,
si nous n'avons pas le courage de dire la vérité, nous bloquons l'évolution du peuple. Nous créons les conflits entre les peuples. Quand le juge ne peut pas dire la vérité, toute la société est en danger. Parce que le domaine par excellence de la vérité, c'est dans le domaine juridique. Quand on ne peut pas mettre une distinction entre l'innocent et le coupable, c'est que finalement, les innocents risquent d'être en prison et les coupables seront libres. Parce que la plupart du temps, les bourreaux, les coupables ont plus de moyens pour influencer sur ceux-là qui ont normalement l'avenir d'une nation entre leurs mains. Je fais allusion au juge. C'est le juge qui doit départager, sans tenir compte du rang social des individus en face de lui. Mais malheureusement, en Afrique, on ne nous a pas appris à dire la vérité. Nous tenons compte des sentiments. C'est pourquoi je rappelle la position de Senghor quand il disait que l'émotion est nègre et la raison est hellène. Oui, j'explique. Beaucoup ont trouvé que c'était une position plus ou moins raciste. Mais quand vous faites une analyse approfondie, vous vous rendez compte que tout ce que Senghor a dit n'est pas totalement faux. L'Africain aime trop les sentiments. Nous suivons trop les individus. C'est mon oncle, c'est mon papa, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon neveu. Alors là, même si c'est mauvais, je suis obligé de le suivre. Le blanc a fait un effort. Il ne suit plus les hommes. Il suit la rigueur de la vérité. Il suit ce qui est en conformité avec la raison. C'est en cela qu'il nous dépasse. Que tu sois puissant ou fort, la justice tranchera en fonction de la vérité et non du rang social de l'individu. S'il vous plaît, si nous ratons ces aspects, les sociétés ou l'héritage que nous allons laisser à nos générations présentes et futures ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Il faut qu'on revienne sur ce que Kant appelle l'impératif catégorique de Kant. Tu dois, donc tu peux. Si ton père tue, dis-le qu'il a tué. Si ton père tue, dis-lui qu'il a tué. Si ton père a fait du bien, aie le courage de le reconnaître. C'est ça l'impératif catégorique de Kant. Vous me permettez de donner aussi cet exemple et que j'ai vécu quand j'étais étudiant. Un jour, il y a eu un problème dans notre village, à Bassar, en Angbani. Ça a réuni nos deux quartiers parce qu'un jeune avait eu des problèmes avec un vieux qui gérait une fontaine publique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lutté et il a terrassé le vieux. Et en même temps, les deux quartiers se sont retrouvés chez le doyen d'âge qui était le grand frère à notre papa. Ils étaient là, la colère était grande. Toute la maison était envahie par les deux quartiers pour qu'on puisse départager et le vieux et le jeune. Mais tenez-vous bien, personne n'avait le courage de dire que quoi qu'il en soit, a priori, l'enfant n'a pas le droit, quoi qu'en soit l'erreur du vieux, de le taper, de le terrasser. Vous savez, j'ai fait la philosophie et de ma nature, je n'aime pas l'injustice. Quand j'ai pris la parole, et malheureusement pour moi, l'autre côté c'était mes oncles. Mais mes amis, j'ai atteint un niveau où je n'utilise plus les sentiments. Je dis la vérité telle que ça se présente à moi. Donc j'ai pris la parole tout simplement, j'ai dit, mais s'il vous plaît, permettez-moi, supposons c'est moi en Abuja, qui tapait mon père, qui tapait ce vieux, quel qu'en soit ce qu'il m'a fait, est-ce que vous allez m'applaudir? Mais tout le monde a trouvé que non. Un enfant, quel qu'en soit ce que le vieux t'a fait, tu n'as pas le droit de le taper. Il y a des instances dans les quartiers, tu aurais pu saisir votre chef quartier, soumettre le problème et ensemble, on doit trancher. L'enfant n'a pas le droit de taper le vieux. L'enfant n'a pas le droit de se rendre justice. Ce n'est pas ce que vous nous avez enseigné. Mais je suis surpris que vous n'avez pas le courage de dire la vérité parce que l'autre est venu avec ses parents, avec tout ce monde et que c'est devenu une question de sentiment. Non, si nous voulons que la société évolue, défendons plus la vérité que de suivre les individus. Mais un jour, je marchais, j'ai rencontré un de mes oncles et je salue le vieux en question de passage. Il m'a dit, mais attends, toi, tu as eu le courage de condamner ton oncle. J'ai dit, mais supposons que toi, je t'ai tapé à l'instant T. Est-ce que tu serais content?
Ou bien c'est parce que l'enfer, c'est les autres? Est-ce que tu trouves normal qu'un enfant tape un vieux? Je reconnais toujours que vous êtes mes oncles, mais devant la vérité, je trancherai pour la vérité. Et comme le dit si bien Aristote, Platon est mon maître, je préfère la vérité qu'à mon maître. Le jeune en question était mon oncle, je le dis et je le dis si bien, les liens de parenté à part, la défense de la vérité à part. Donc cet exemple pour vous dire que si ton père tue, dénonce-le, parce que c'est un criminel qui peut à tout moment, toi-même, tu peux en être victime. Quand tu soutiens celui qui est criminel contre un innocent, tu ne fais pas du bien à la société. Alors maintenant, dans le domaine scientifique, la vérité et la quête de la vérité, c'est ça qui permet de mettre la différence entre une fausse hypothèse et une vraie hypothèse. Quand je reviens sur le principe de déterminisme, là, la vérité, à un moment donné, n'est pas confondue, on la dégage très facilement. Parce qu'au niveau des sciences expérimentales, en partant de la position de Claude Bernard, l'observation des faits, l'élaboration de l'hypothèse et maintenant l'expérimentation qui, à la fin maintenant, va aboutir à un résultat probant. C'est important. C'est important. C'est ça qui fait que les gens ont tendance à trouver que la vérité est plus au niveau des sciences expérimentales que des sciences humaines ou des sciences métaphysiques. Jusque-là, sans perdre de vue notre échange, il faut reconnaître qu'en tout état de cause, tout ce que l'homme vise dans ce qu'il fait, c'est la quête de la vérité. L'enseignant dira qu'il a atteint la vérité si à la fin de l'année, les apprenants ont réussi en totalité ou en grand nombre. Le paysan dira qu'il a atteint la vérité si à la fin de la saison, il a pu faire une bonne récolte. Une femme enceinte dira qu'elle a atteint la vérité si après les 9 mois de grossesse, elle a pu accoucher en bonne santé et avoir le fruit de sa grossesse. Un commerçant dira qu'il a atteint la vérité si à la fin de toutes ces courses et de toutes ces démarches, il a pu faire de bonnes recettes. Un dirigeant dira qu'il a atteint la vérité dans sa gouvernance s'il a pu permettre, ne serait-ce à la grande majorité de sa population, de vivre mieux, les fruits de la gouvernance. Donc, je ne saurais monopoliser la vérité, la parole, vous me permettez, sans toutefois vous dire que dans tout ce que nous faisons, nous cherchons la vérité. Sans chercher la vérité, on ne peut jamais atteindre ou on ne peut jamais vivre socialement ensemble. C'est la vérité qui permet aux hommes de vivre ensemble. Le mensonge divise les peuples. Le mensonge divise les hommes dans une famille. Quand vous n'aimez pas la vérité, dans votre maison, il n'y a jamais la paix. Des hommes qui n'ont pas appris à se dire la vérité ne peuvent jamais être en paix. Le plus beau cadeau qu'on peut offrir à son frère, à sa soeur, à son ami, c'est la vérité. Souvent, bien sûr, Ernest Renan dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais aussi prendre l'habitude de mentir. Quand on découvre que tu es un menteur, je vous dis, tu deviens un paria dans la société. Personne ne saurait encore faire avec toi. Un homme qui prend des engagements, un homme qui promet, un homme qui prend des décisions, qui ne les applique jamais, qui ne va jamais au bout de ses idées, n'est jamais l'ami des autres. Tu t'exclus dans la société. Quand tu as pris l'habitude de mentir plus que tu ne dis la vérité, tu n'es plus ami aux autres. C'est important, s'il vous plaît. Si nous voulons que l'Afrique évolue, si nous voulons que l'Afrique sorte de cette situation qui embête tout le monde, il faut plus aimer la vérité que le mensonge. Il faut plus aimer la rigueur que de flatter. Nos dirigeants aiment ceux qui les flattent. Je reviens sur le cas politique où la vérité manque. Donc, toute l'essence et la force de la philosophie, c'est la défense de la vérité. C'est capital. Peut-être la plupart de ceux qu'on persécute, c'est au nom de la vérité. Quand je prends le cas de Socrate, c'est au nom de la vérité qu'il a été condamné à mort, en buvant la ciguë.
Mais Socrate n'a pas eu froid. Quand on lui a dit de choisir entre renoncer à philosopher ou vivre à philosopher et mourir, Socrate a dit, moi, avec cet âge, je n'ai plus peur de la mort si c'est au nom de la vérité. Il a bu la ciguë. Quand tout le monde tremblait, tout le monde pleurait, Socrate riait en leur disant que la mort n'est absolument rien si c'est au nom de la vérité que je dois mourir. Vous voyez un peu. Donc, quand vous prenez des cas comme les Thomas Sankara, les Martin Luther King, les Mandela, les Sylvanus Olympio, c'est au nom de la vérité. Tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'à un moment donné, que leurs actions puissent être en conformité avec la réalité sur le terrain. Mais la société, parfois, s'acharne sur ceux qui aiment défendre la vérité, sur ceux qui défendent plus la vérité que les mensonges. Mes frères et sœurs, par rapport à cette tribune que nous avons créée pour échanger sur les valeurs philosophiques, sur la notion de la vérité aujourd'hui, je pense que ceux qui auront la chance de m'écouter au-delà de ce panel, que nous ferons un effort d'avoir le courage de défendre la vérité. Que ce soit dans nos institutions, que tu sois ministre, DG, préfet, chef d'une école, chef d'une institution, chef de famille, un père de famille. Je crois que si nous voulons que l'Afrique évolue, que l'Afrique sorte de cette situation, il faut défendre la vérité. Il faut renoncer à faire l'apologie du mensonge au détriment de la vérité. La vérité unit les peuples. La vérité réconcilie les peuples. Quand vous êtes en face d'une situation, mes amis, si tes enfants te réclament 5 francs ou 10 francs par exemple, si tu n'as pas les 5 francs, aie le courage de leur dire, je n'ai pas 5 francs, mais je vous propose au moins une autre alternative. Si ton enfant te demande 10 000, tu n'as pas 10 000 et tu as 5 francs, aie le courage de lui dire que j'ai 5 francs, mais permettez-moi dorénavant de me battre pour vous donner peut-être ne serait-ce le minimum. Mais en voulant cacher ce que tu ne peux pas aux enfants, en les flattant, puisque quand tu promets une fois, 2 fois, 3 fois à un moment donné, personne ne te prendra encore au sérieux sans pouvoir exécuter. Donc, ayons le courage de dire la vérité, ayons le courage d'accepter nos limites, ayons le courage d'exposer nos faiblesses. C'est ça la défense de la vérité. La vérité, c'est faire l'apologie de ce qui peut permettre aux gens de connaître ta probité morale, ta conscience morale. Elle est capitale. C'est ça aussi l'importance de l'éducation. C'est ça l'importance d'une éducation rigoureuse. Quand vous vous êtes formé à dire la vérité et quand vous choisissez le contraire, c'est que tout l'effort qu'on a investi pour faire de vous une lumière, ça devient nul. Et finalement, c'est toute la société que vous plongez dans la confusion. Donc, pour finir, je pense que cette tribune, elle vaut la peine, comme nous l'avons dit, à l'école de la vérité. Que tout le monde ait le courage de dire la vérité pour que l'Afrique sorte de l'obscurité pour aller vers la lumière. Vous savez, quand vous n'aimez pas la vérité, ça devient ce que Gaston Bachelard appelle des obstacles épistémologiques. Ce qui nous empêche d'atteindre le vrai. Quand vous décidez de mentir, ça bloque tout dans votre réflexion et ça a des répercussions négatives sur la cohésion sociale. Donc je m'arrête ici en ayant l'idée que chacun de vous comprendra le mieux et que dorénavant, nous allons plus choisir le vrai que le faux. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.